Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Excellent dimanche à tous, ravi de vous retrouver, Frédéric Jarraud et Yves Lignon pour les clés du mystère, rendez-vous auquel vous êtes habitués. Yves, bonjour. Bonjour Frédéric. C'est la suite d'une petite saga, celle qui nous amène à parler, Yves, des signes au moment du décès, de tel ou tel, des signes que l'on peut ressentir, que l'on peut voir. Et aujourd'hui, Yves, vous allez nous raconter l'histoire de Marie-Josée, car parmi ceux qui frôlent la mort, quelques-uns racontent effectivement d'étranges histoires. Et vous avez recueilli le témoignage de Corinne, qui est donc la fille de Marie-Josée, dont il va être question. Et c'est encore un des témoignages d'auditrices de notre Grand Sud. Ce témoignage que l'on me demande. Mais je reviendrai aussi sur les histoires célèbres de la parapsychologie. Bon, on en reparlera. Voilà, justement, si vous êtes vous-même acteur de ces histoires assez étranges, n'hésitez pas à contacter Yves sur le site internet sudradio.fr. Voilà, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des témoignages. Mais par contre, si vous m'envoyez un témoignage, il ne faut pas vous penser que je vais en faire une émission dans les 8 jours. Parce qu'il me faut au moins de 12 mois d'enquête. Ah oui, quand même. Ah bah oui, le temps de se vérifier, recouper les informations. Oui, ce n'est pas qu'on ne fasse pas confiance aux gens, mais justement, pour qu'on puisse en parler, pour que ça ait de la valeur, il faut que le témoignage soit bétonné. Alors, le cas de Marie-Josée. Alors là, il s'agit d'un phénomène célèbre dont tout le monde a entendu parler, les expériences dites de mort imminente. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes qui frôlent la mort, et qui ne meurent pas. Parce qu'en général, quand on meurt, c'est définitif. On ne revient pas pour raconter comment était fait le paradis et si les anges swingaient avec Louis Armstrong. C'est sans retour, oui, c'est sans retour. Donc, mais il y a un certain nombre de personnes qui frôlent la mort et qui, quand elles sortent de leur coma, de leur évanouissement, racontent des choses bizarres. Et tous ces récits se recoupent dans le monde entier, au point qu'à l'heure actuelle, ils constituent un problème scientifique énorme et qu'on en arrive à faire des enquêtes dans les hôpitaux, carrément, pour savoir essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc on prend tout ça au sérieux. On prend tout ça au sérieux. Et là, dans ce domaine, dans ce genre, si j'ose dire, le témoignage de Marie-Josée, il me paraît particulièrement fort. Donc, il m'a été rapporté par sa fille Corinne, parce que Marie-Josée est maintenant une vieille dame, mais qui écoute toujours Sud Radio, qui dit j'ai écouté Sud Radio, enfin pas toute ma vie, mais depuis très longtemps, donc je l'écoute. On embrasse Marie-Josée alors. Voilà, je l'écouterai toujours. Et donc, Marie-Josée, c'est une agricultrice. C'est une rurale, ce qui fait que, quand on dit qu'elle est du Grand Sud, peut-être que nos auditeurs devinent un peu de quelle partie du Grand Sud elle est originaire. Mais nous, on ne précisera pas. Donc, elle vit à la campagne, elle s'occupe de la ferme, elle a un époux qu'elle adore, et elle a 5 enfants. Et tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Mais avec son caractère, avec son tempérament, je dirais presque avec son héritage culturel, Marie-Josée, elle n'est pas gênée. Elle bosse à la grange, elle bosse à l'étable, elle bosse à la maison, elle élève ses enfants. Elle est très courageuse. Elle est très courageuse, mais ça ne la dérange pas. C'était comme ça à son époque. Et voilà qu'elle se trouve enceinte pour la 6e fois. Et là, c'est un peu inattendu. C'était pas prévu, c'était pas programmé. Parce que 5, ça faisait déjà quand même assez. C'est déjà beaucoup. Hein. Oui, mais donc elle se retrouve enceinte pour la 6e fois. Et sa première réaction, c'est de dire à son mari, à son beau-père, à ses propres parents, j'accoucherai à la maison comme les 5 fois précédentes. Et curieusement, cette décision, elle en fait part, je le répète, à ses parents, à son beau-père, mais malheureusement, elle ne peut pas en faire part à sa belle-mère, parce que sa belle-mère, elle ne l'a pas connue. La mère de son époux est morte très jeune et en accouchant. Ce détail, vous allez le voir, va jouer un très grand rôle
dans l'histoire que Marie-Josée ensuite a vécue. L'histoire de la vie de Marie-Josée, c'est dans un instant la suite avec Yves Lignon sur Sud Radio. À tout de suite. La suite des clés du mystère sur Sud Radio avec Yves Lignon qui depuis quelques minutes nous raconte l'histoire de Marie-Josée. Marie-Josée qui a 5 enfants, elle se retrouve enceinte pour la 6e fois, elle est agricultrice, elle a beaucoup de travail. Et vous nous le disiez à l'instant Yves, elle ne connaît pas sa belle-maman qui est morte jeune. Voilà, c'est un détail important. Les 5 enfants n'ont que 3 grands-parents, ils ont 2 grands-pères et une seule grand-mère. Et en tout cas, quand elle annonce sa grossesse, Marie-Josée annonce en même temps « j'accoucherai à la maison ». J'ai déjà fait ça 5 fois, on ne va pas changer les habitudes. Et c'est pas possible quand même. 5 fois ça va, mais maintenant tu as 33 ans. Il faudrait peut-être être raisonnable. Non, répond Marie-Josée, moi je suis rodée, je l'ai déjà fait 5 fois. Il y a maman, ma propre mère, qui habite à 100 mètres, qui arrivera dès les premiers signes de l'accouchement. Jusque-là, jusqu'au dernier moment, je continuerai mon travail d'agricultrice et de mère de famille. Bon, au moment où ça s'annoncera, ma mère arrivera, on a quand même le téléphone, le médecin viendra en renfort comme les 5 fois précédentes, et puis fini, parce que qui s'occuperait de la ferme? Bon, alors là, effectivement, l'entourage lui dit, écoute, Marie-Josée, tu as fait ça, l'aîné des enfants, il y a 12 ans. Tu as fait ça 5 fois. La première fois, c'était il y a 12 ans, tu avais 21 ans. Maintenant, tu en as 33. Et puis, pas question. Sur le moment, Marie-Josée ne cède pas. J'accoucherai à la maison comme toujours. C'est le médecin qui va la faire céder, le médecin de famille, parce qu'il lui dit, Madame, cette grossesse-ci s'annonce difficile. Et là, on ne négocie pas, vous accoucherez à la clinique. Donc elle va être obligée de s'y rendre. Elle va pas d'autre être choix. obligée d'aller à la clinique. Bon, elle prépare la valise. Les 8 mois passent, 8 mois et demi. Et puis, vous savez, Frédéric, comme les médecins le rapportent, dans certains cas, l'accouchement se fait attendre. La date prévue passe et il faut, dans les jours suivants, provoquer l'accouchement. Eh bien, c'est ce qui se produit. C'est ce qui se produit. Et donc, Marie-Josée, avec son tempérament, reste sur pied jusqu'au dernier moment. Et puis, la date, un coup de téléphone au docteur. Madame, allez, prenez vos affaires en clinique tout de suite. Et donc, elle se retrouve en clinique. Et là, l'accouchement va se passer normalement sans problème majeur. On va lui faire une piqûre. Et quand elle va se réveiller, elle va entendre un enfant qui gazouille. Ah. Ben oui, c'est tout. Ça a marché. C'est tout, oui, c'est d'une banalité, même pour l'époque extrême. Simplement, par rapport à notre époque aujourd'hui, elle ne sait pas à l'avance si ce qu'elle entendra gazouiller, ce sera un petit garçon ou une petite fille. Évidemment, il n'y a pas d'échographie à l'époque, forcément. Mais à ce détail près, qui n'est pas inquiétant, ça se passe comme aujourd'hui. Et donc, peut-être en maugréant un peu, parce qu'elle aurait vraiment voulu faire ça à la maison, elle part à la clinique, on l'installe dans une chambre, madame, pas de souci, vous allez voir, tout va très bien se passer, on vous fait une piqûre anesthésique, vous allez vous endormir, et quand vous vous réveillerez, vous serez maman une fois de plus. On fait la piqûre, et tout se passe comme prévu, du moins au début, parce qu'effectivement, Marie-Josée s'endort. Et est-ce qu'elle va se réveiller? Et comment va-t-elle se réveiller? Si c'est le cas, la suite de cette histoire avec vous, Yves Lignon, sur Sud Radio, dans un instant, après une petite pause. La suite de notre histoire avec vous, Yves Lignon, l'histoire de Marie-Josée, aujourd'hui que vous nous racontez sur Sud Radio, qui est agricultrice, qui a déjà 5 enfants, c'est son 6e accouchement. Elle a l'habitude d'accoucher plutôt chez elle. Cette fois-ci, elle est contrainte, vu son âge et vu les conditions, d'accoucher en clinique. Elle se rend à la clinique, Marie-Josée, et là, elle accouche. Mais comment ça se passe véritablement, Yves? Eh bien, d'après le docteur, tout s'est très bien passé. Au bout d'un moment, elle s'est réveillée. Et il y avait là, dans un berceau, à côté du lit, une petite Corinne, celle qui plus tard me racontera l'histoire à moi, parce que sa maman la lui aura déjà racontée à elle, pour que finalement on en parle aujourd'hui au micro.
Ah ouais, c'est la chaîne. Donc, du point de vue, si j'ose dire, de l'extérieur, rien d'extraordinaire. Mais bien des années plus tard, Marie-Josée, quand Corinne sera devenue une femme et qu'elle sera elle-même sur le point d'avoir un enfant, Marie-Josée va dire à sa fille Corinne, « Eh bien, ça a été très différent. Je ne me suis pas contentée de m'endormir et de me réveiller alors que tu étais née. Entre le moment où on m'a fait la piqûre et le moment où je t'ai pour la première fois entendu gazouiller, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. » Et bien évidemment, Corinne, vous imaginez, Oui. elle est adulte, elle est elle-même enceinte. Et voilà que sa mère, brusquement, du jour au lendemain, lui dit « Écoute ma fille, puisque tu es enceinte à ton tour, il faut que je te raconte ce qui s'est passé quand j'ai accouché de toi. » Mais maman, il ne s'est rien passé. Dans la famille, on n'a jamais rien dit. Tout le monde nous a raconté qu'on t'a emmené à la clinique alors que tu râlais, que tu ne voulais pas y aller. Mais simplement, à la clinique, il y a eu anesthésie. Et quand tu es sortie de l'anesthésie, j'étais née, maman. Marie-Josée répond, « Ma fille, ma petite, ça n'est pas du tout ça. Je ne sais pas comment cela a pu se produire, mais pendant l'anesthésie, je me suis réveillée. » Comment tu t'es réveillée, maman? Mais si tu t'étais réveillée, on en aurait forcément parlé. Une infirmière l'aurait noté. Et ça aurait été dit. Ça aurait dit, oui, Madame Marie-Josée, au moment de l'accouchement, alors qu'on la croyait bien endormie, elle s'est réveillée. Mais non, c'est pas possible. Mais si, mon enfant, je te dis que je me suis réveillée, et quand je me suis réveillée, j'étais à la maison et j'étais morte. Qu'est-ce que tu me racontes, maman? Morte, mais tu es vivante. Ça s'est passé, ma naissance, il y a presque 30 ans. Et qu'est-ce que tu me racontes? Que pendant ma naissance, pendant que là, j'allais sortir de ton ventre, tu es morte? Mais c'est pas possible. Mais maman, enfin... Et alors en plus, Corinne me dira, mais maman, elle commençait à être âgée quand elle m'a mise au courant, mais elle ne donnait aucun signe de sénilité. Elle était toujours aussi active que dans sa jeunesse. Elle était toujours à cuisiner, à essayer de donner un coup de main. Et Corinne m'a raconté cette histoire il y a 3 ans. Et donc, toujours à donner un coup de main, elle cuisine encore, Marie-Josée, à l'heure où elle nous écoute. En écoutant Sud Radio. Oui, elle cuisine encore. Donc, mais c'est pas possible. Maman, bref, on va le dire brutalement, maman, qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'es pas gâteuse? C'est pas possible. Eh bien, Marie-Josée continue. Si je me suis réveillée, j'étais morte à la maison et j'étais sur mon lit. On m'avait préparé pour aller m'enterrer. On m'avait revêtue de ma robe de mariée. J'étais morte, j'étais chez nous. Alors là, Corinne, là, je ne sais plus où elle en est. Bah oui, c'est un coup, elle a traumatisé, elle est enceinte en plus. Alors. Oui, quand elle m'a rapporté son témoignage, elle m'a dit, je ne savais plus où j'en étais. Et finalement, je n'ai vu qu'une solution, c'est de dire, maman, je t'écoute, raconte-moi la suite. Je n'ai su faire que cela. Et elle a ajouté, j'ai bien fait parce que maman ne demandait effectivement qu'à raconter la suite. Et la suite, vous allez nous la raconter. Vous êtes son porte-parole aujourd'hui, Yves Lignon, sur Sud Radio. Le récit de Marie-Josée, dans un instant après une courte pause. Avec Yves Lignon, nous sommes en plein cœur de cette histoire, l'histoire de Marie-Josée. Marie-Josée qui accouche pour la 6e fois. Elle ne voulait pas accoucher en clinique, elle voulait accoucher chez elle, mais finalement on l'a contrainte d'accoucher en clinique. Et quelques années plus tard, elle raconte comment, au moment de la naissance de Corinne, elle raconte justement à Corinne comment les choses se sont véritablement passées. Et ce qui est très étonnant, c'est que Yves, Marie-Josée dit à Corinne, donc quelques années après, « Je me suis réveillée morte juste avant l'accouchement ». Oui. Et sa fille, Corinne, ne peut que dire « continue ». Eh bien, je continue. J'étais morte, mais attention à ce détail. Je me voyais morte.
C'est-à-dire que je me sentais dans ma chambre, dans notre maison, à la ferme. J'avais mon esprit qui était tout à fait actif, mais sur le lit, je voyais le corps d'une femme. Cette femme, c'était moi. On l'avait revêtue de sa robe de mariée parce qu'on allait l'enterrer et qu'elle était morte. Donc, non seulement Marie-Josée a cette vision, mais il y a ce qu'on appelle quelque chose comme une sortie hors du corps, parce qu'il y a son esprit qui rôde dans cette pièce. C'est l'esprit de Marie-Josée qui voit le cadavre de Marie-Josée. J'espère que je suis bien clair, Frédéric. Oui, non, c'est clair, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, et cet esprit, on n'a pas d'autre mot que de parler d'esprit, voit non seulement ce cadavre, c'est tout blanc, le visage, la robe de mariée, et puis autour, curieusement, il y a une certaine agitation. Il y a là le mari de Marie-Josée, il y a sa maman, et il y a ses 5 premiers enfants. Et l'impression qu'on a, c'est que c'est ce groupe de personnages qui est à côté du cadavre de Marie-Josée, et Marie-Josée qui, elle, en même temps, est bien vivante et dans une clinique, que ce groupe de personnages est en train de prendre un repas, mais, dit Marie-Josée, dans ce que je vois, il n'y avait ni assiette, ni plat, ni couvert, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient en train de prendre leur repas. Ils étaient autour d'une table. Non, c'est ça, c'est immatériel. D'accord. Elle ne voit pas de table, elle ne voit pas de chaise, elle ne voit rien. Elle ne voit que son propre corps sur son lit. Et parce qu'elle voit bien, elle reconnaît sa chambre. Mais dans cette chambre, il y a le mari, il y a sa maman à elle, et il y a ses 5 premiers enfants, et qui sont à côté du cadavre, en train de manger tranquillement, mais un repas que nous pouvons qualifier avec le langage de notre époque de virtuel. Oui, bien sûr. Et petite précision, elle se voit à l'âge qu'elle avait au moment de l'accouchement. Elle se voit oui, pas oui, elle se voit. Elle Elle a 33 ans. Hein, elle a 33 ans. Et le corps de la Marie-Josée qui est sur le lit, c'est une Marie-Josée de 33 ans. D'accord. Et donc forcément, tous les gens qu'elle voit aussi, les membres de sa famille, les enfants ont l'âge de l'époque. Elle voit ses enfants, son mari et sa mère, tels qu'elle les a quittés au moment de se rendre à la clinique. Entendu. Et elle voit sa maman, je l'ai poussée, voilà pourquoi, je le disais, je crois tout à l'heure, il faut que ces enquêtes prennent du temps. Voilà pourquoi, quand j'ai demandé à Corinne, j'ai dit, vous poserez des questions à votre maman, puisque maintenant Marie-Josée est très âgée, mais Marie-Josée est en pleine forme, a répondu à tous mes questionnaires. Et quand on dit, donc Marie-Josée, vous avez vu votre propre maman là, telle qu'elle était à l'époque, et Marie-Josée a répondu, ah oui, c'était maman au moment où elle est arrivée pour mon départ à la clinique, pour prendre le ménage en main. Elle portait les habits qu'elle avait en arrivant à ce moment-là. Entendu. Donc c'est vraiment temporel, c'est vraiment à l'époque. Donc finalement, Marie-Josée qui est en train d'accoucher revient chez elle, se voit morte, voit la famille qui est en train de manger, mais la famille mange alors qu'il n'y a pas d'assiette. C'est une scène tout à fait bizarre, c'est une scène invraisemblable, mais c'est une scène que Marie-Josée, des années après, a été capable de raconter à sa propre fille, et puis Marie-Josée a été capable de répondre au questionnaire que moi j'ai envoyé. Ouais, c'est ça la vérification que vous faites. Voilà, à chaque fois on pose des histoires. questions, on a un certain nombre de questionnaires types et on demande aux gens de bien vouloir les remplir. Mais ça n'est pas tout. Parce que cet esprit de Marie-Josée, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, qui rôde dans la pièce, au bout d'un moment finit par s'ennuyer. Et là, c'est toujours Marie-Josée qui raconte. Elle dit, j'ai eu l'impression que je m'envolais un peu comme un ballon. M'envoler vers où? Vers quoi? Corinne l'a demandé, Marie-Josée a raconté. On va le savoir dans un instant, après une nouvelle pause. À tout de suite Yves, merci.
Avec Yves Lignon, nous vivons le récit de cette femme, Marie-Josée, qui s'est vue morte sur son lit de mort, en tout cas au moment de son accouchement, juste avant d'accoucher. Et Marie-Josée qui a raconté quelques années plus tard à sa fille Corinne comment tout ceci s'est passé, ce qu'elle a vu. Elle s'est donc vue sur son lit de mort, pour résumer ce qu'on a dit tout à l'heure, Yves, et elle s'est vue ensuite s'envoler en quelque sorte. Elle s'est vue, elle se sent s'envoler. Ouais. Mais il faut bien se rendre compte de Frédéric, et c'est en ça que c'est extraordinaire, que finalement il y a 3 Marie-Josée en même temps. Il y a la Marie-Josée des médecins qui est à la clinique en train d'accoucher. Il n'y a pas la moindre inquiétude. Et puis à la maison, il y a le cadavre de la même Marie-Josée, et en même temps, il y a l'esprit de Marie-Josée qui observe la scène et qui nous la raconte. Ah oui, c'est un don d'ubiquité. C'est plus qu'un don d'ubiquité. Il y a 3 Marie-Josée, si on prend les choses à plat. Si je les prends en mathématicien, une équation est une équation. Il y en a une qui est à la clinique, qui dort, mais qui après va nous raconter qu'elle s'est vue morte sur son lit. Donc il y en a bien une 3e, celle qui voit la morte. Bien sûr. Et cet esprit de Marie-Josée, je dis esprit parce qu'il faut bien trouver un mot, et parce que je n'en ai pas d'autre, mais quand je dis esprit, je ne cherche pas à cautionner une religion, une interprétation quelconque. Ou l'âme de Marie-Josée. Oui, non. Là, si vous dites l'âme, Frédéric, vous faites allusion à une religion, tout respect qu'on a. Donc moi, je dis esprit par impuissance scientifique. Parce qu'il faut bien que je trouve un nom. Et donc cet esprit s'envole. Alors Marie-Josée dira par la suite, oui, j'ai bien compris que j'étais là dans ma chambre en train de me regarder morte, parce que comme mon esprit s'est envolé, j'ai reconnu la lampe bleue qui était au plafond. Et ça, vous voyez, c'est le genre de détail. Comme moi, je reçois la première lettre, oui, la lampe bleue qui est au plafond, ma réaction, c'est là, Yves, tu as du grain à moudre. Voilà, ça vous met la puce à l'oreille. Voilà. Et alors, en même temps, tout en montant vers le plafond, elle se sent un peu comme un ballon qui s'envole, et elle éprouve une paix profonde, un sentiment de paix, un sentiment de sérénité extraordinaire. Et alors là, si on compare, évidemment, Marie-Josée n'a pas la culture, elle n'a pas fait d'études, d'autres témoins. Mais si on compare avec ce que disent d'autres témoins qui ont vécu ce genre de situation, ce sentiment qu'on éprouve à ce moment-là, c'est indescriptible. On est bien. Mais dire on est bien, c'est réduire ce qu'on vit à rien du tout. C'est beaucoup mieux que cela. C'est véritablement le paradis, diront certains. C'est une sensation qu'on ne vit pas en tant que vivante. Non, c'est une sensation, vous le dites très bien Frédéric, c'est une sensation qui n'est pas humaine. Et les chrétiens diront, ben oui, j'ai eu un avant-goût du paradis. Et c'est là aussi les mots qu'ils trouveront pour essayer de nous faire comprendre à nous, les scientifiques qui arrivons derrière, ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Avec toujours la lumière bleue d'ailleurs, ou blanche parfois. Oui, plus souvent blanche ou dorée, ça varie selon les témoignages. Mais là, Marie-Josée est bien. Et donc, comme tous les témoins, il faut placer le témoignage de Marie-Josée en perspective par rapport à tous les autres témoignages du même genre. Comme tous les témoins, elle est bien, elle est terriblement bien, elle n'a pas envie que ça finisse. Ah oui. Et au moment où notre Marie-Josée se dit ça, se dit le pourvu que ça dure, brusquement, et toujours dans cette espèce de vision, eh bien, une femme se trouve devant elle, et Marie-Josée se rend compte que cette femme va lui parler. Alors, qui est cette femme ? C'est ça ? Oui. Tout à l'heure. Qui est cette femme ? On va le savoir dans un instant. Moi, j'ai une petite idée. On a dit tout à l'heure qu'elle n'avait jamais connu sa belle-mère, puisque sa belle-mère était morte jeune. Peut-être s'agit-il de cette belle-mère. On va le savoir grâce à vous dans un instant. Yves Lignon sur Sud Radio. Merci. Dernière ligne droite, Yves Lignon, de ce récit passionnant de Marie-Josée qui, donc, en plein accouchement, s'est vue morte sur son lit, entourée de ses proches qui étaient plus ou moins en train de dîner, et puis Marie-Josée qui s'est sentie s'envoler en l'air vers une lumière bleue. Et à un moment de ce voyage, entre guillemets, elle a vu une femme devant elle. Qui est cette femme, Yves ? Avant de dire qui est cette femme, Marie-Josée
a parlé de l'attitude de cette femme. Elle a dit, cette femme s'est penchée vers moi, un peu dans l'attitude de quelqu'un qui veut absolument convaincre. Et quand elle s'est penchée vers moi, je l'ai reconnue, c'était ma belle-mère. Ma belle-mère que je n'avais jamais rencontrée, mais bien entendu dont j'avais vu quelques photos de famille. Et cette femme qui apparaît là brusquement, la belle-mère de Marie-Josée, lui parle avec de l'affection, avec de la tendresse, mais en même temps avec beaucoup de fermeté. Elle lui dit, ça s'est passé une fois dans la famille, ça ne doit pas se passer 2 fois, tu dois revenir. Tu ne dois pas vivre ce que d'autres ont vécu. Et alors là, Marie-Josée comprend qu'elle ne peut pas rester dans cette lumière qu'on qualifierait de divine. Elle ne peut pas rester dans cette lumière parce qu'elle doit revenir pour son mari et pour ses enfants. Et effectivement, toujours dans cette espèce de monde dans lequel elle se trouve, notre Marie-Josée, elle se souvient que son mari, donc qui n'a pas connu sa maman, son mari lui a raconté ce que c'était son enfance. C'était terrible, une enfance sans mère dans un foyer. Ils étaient plusieurs aussi. Une enfance où il n'y a que le père pour s'occuper des plus petits. Il n'y a que le père. Oui. La mère était morte en couche, en fait. La mère était morte en couche. Donc, il n'y a que le père pour s'occuper du bébé. Il n'y a que le père pour s'occuper des 2 frères qui sont un peu grands. Et nous sommes en milieu rural. Le père, il a des charges de travail très lourdes. Hein. Il faut s'occuper des animaux. Il faut s'occuper du maïs. Et donc, le mari de Marie-Josée lui a dit, si tu savais ce qu'a été mon enfance. Elle n'était pas triste, bien sûr, parce que mon père nous aimait, parce que mon père cherchait à compenser. Elle n'était pas triste, mais maman n'était pas là. Et là, dans les phénomènes, dans les événements qu'elle est en train de vivre, Marie-Josée rencontre sa belle-mère qui lui dit « Il ne faut pas que ça se passe une seconde fois comme ça ». Donc les choses sont très claires, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est ce qui va donc motiver, entre guillemets, Marie-Josée à revenir parmi les siens. Marie-Josée va revenir, effectivement. Elle comprend tout. Elle dit, ben, tant pis. Et voyez que là aussi, on retrouve tous les autres témoignages du même genre. Il faut sortir de cet environnement dans lequel on est si bien. On a un devoir à accomplir sur Terre. Et donc, Marie-Josée se laisse aller. Elle sait bien que c'est sa belle-mère. Elle sait bien que le conseil qu'on lui a donné, ça n'est pas un ordre, mais qu'elle n'a pas le choix. Elle doit le suivre. Tant pis pour la sérénité. Tant pis pour la plénitude. Il faut revenir sur Terre. Voilà, ça viendra quand ça viendra, plus tard. Voilà, et toujours pas, puisque Marie-Josée est toujours bien vivante et parmi nous. Et pour autant, l'accouchement n'était pas compliqué, n'avait pas de complications médicales. C'était un peu difficile. Alors, et à ce moment-là, effectivement, quand dans cette espèce de rêve Marie-Josée dit, je reviens, elle se réveille, elle est dans la clinique et elle entend Corinne, le bébé à qui, bien des années plus tard, elle racontera cette histoire, elle entend Corinne qui gazouille. L'infirmière est là et lui dit « Mais madame, vous vous réveillez, tout va très bien, l'accouchement s'est très bien passé, votre fille fait 3,8 kg, elle se porte bien. » Ah oui, quand même. Oui, votre fille fait 3,8 kg, mais pourquoi ? Curieusement, mais un instant ou deux avant de vous réveiller, vous avez poussé un cri, comme le cri de quelqu'un qui renonce à quelque chose. Ah oui.
Donc Voilà. l'expression de ce renoncement qu'elle avait voilà, vécu elle-même. voilà pourquoi j'ai voulu appeler cette histoire le cri de Marie-Josée. Eh oui. Parce qu'après, je demanderai à Corinne, mais voulez-vous poser la question à votre maman? Est-ce que dans ce qu'elle a vécu, elle a eu l'impression de crier? Et Marie-Josée dira non, mais c'est sûr, le conseil de ma belle-mère était de redescendre sur terre, de revenir. Je devais le suivre, mais j'ai eu du regret. J'ai suivi, je suis revenu, je me suis réveillé, tout allait très bien, j'ai eu du regret. Et alors, il m'est venu l'idée de dire à Marie-Josée, et si ça s'était passé dans la vraie vie, une histoire comme ça, quand vous avez du regret, est-ce que vous poussez un cri? Et Marie-Josée m'a répondu, même à son âge, mais bien sûr, quand je dois renoncer à quelque chose, quand un truc banal, je veux lire le journal et le porteur a du retard ce matin-là, eh bien, je dis nom de Dieu. Et voilà donc pourquoi, vous voyez, Frédéric, cette histoire s'appelle Le cri de Marie-Josée. Bon, c'est une très belle histoire. C'est surtout un témoignage très fort sur ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Alors, il y a des gens qui diront, bon, évidemment, tout ça, c'est du loufoque. Elle a déliré sous l'effet de l'anesthésie. Bon, sauf que on voit que des témoignages très nombreux arrivent ça. mois après mois. Donc. Voilà, je le leur laisse dire, et je dis que si l'histoire de Marie-Josée est une des plus fortes, des histoires comparables, il y en a des milliers d'autres. Et peut-être la vôtre, d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous voulez écrire à Yves Lignon, n'hésitez pas, par courrier, vous trouvez l'adresse sans problème, sinon vous allez sur sudradio.fr, ou d'ailleurs vous pouvez réécouter toutes les émissions les plus récentes en podcast, comme on dit. Merci beaucoup Yves pour ce récit du cri de Marie-Josée, une histoire passionnante, et on se retrouve la semaine prochaine, on sera à quelques jours de Noël, pas très loin. Et je ne l'ai pas oublié. Et on reviendra sur l'expérience que vous avez lancée avec nos auditeurs le 31 octobre dernier.